Imaginez, vous êtes au milieu du 19e siècle en Bretagne. Vous rentrez du travail et votre cuisinière vous a préparé de la soupe. Ça sent bon, la soupe est chaude et vous la dégustez sans aucun problème. Mais durant la nuit, vous vous réveillez à cause d'une douleur. Cette douleur, elle vous traverse le corps et vous êtes soudain pris de vomissements. Votre estomac se retourne et vos intestins vous crient d'aller au plus vite aux toilettes. La nuit, elle est longue, douloureuse et vous n'en pouvez plus. Quand d'épuisement, votre corps vous lâche pour qu'au petit matin, vous ne vous réveillez plus jamais. Ce n'est pas une légende bretonne, ce n'est pas non plus une histoire pour effrayer vos enfants le soir. C'est la véritable histoire d'Hélène Gégado, une empoisonneuse dont la liste des victimes est interminable. Hélène Gégado naît le 17 juin 1803 à Plouhinec dans le Morbihan. Elle réside dans une petite ferme avec les membres de sa famille qui sont des cultivateurs et relativement pauvres. Il faut savoir à cette époque que la Bretagne rurale est un monde un peu à part. Des landes à perte de vue, des superstitions et des légendes qui courent entre les pierres grises. Et dans ce monde-là, il y a une figure que tous les enfants bretons apprennent à craindre. C'est celle de l'Ankou. Pour faire bref, l'Ankou, c'est la personnification de la mort dans le folklore breton. C'est un spectre squelettique qui rôde la nuit, qui frappe sans prévenir et qui emporte avec lui les âmes des vivants. On dit aussi que là où passe l'Ankou, les gens meurent. Et notre petite Hélène, elle vit avec ces histoires, elle vit avec ces légendes plein la tête, et très tôt, la mort la trouve elle aussi. Sa mère disparaît quand elle a 7 ans, et elle va donc se retrouver orpheline. Elle est, durant cette période, livrée à elle-même. Bien qu'elle soit confiée à ses tantes, puis placée comme domestique chez le curé de Bubry, c'est une petite servante qui va éplucher les légumes, passer la serpillière et aussi apprendre à cuisiner. Hélène Gégado, c'est aussi quelqu'un qui va prier énormément, car c'est quelqu'un de profondément pieuse, du moins en apparence. Elle va assister à toutes les messes, elle aide les malades, elle va même jusqu'à veiller les mourants jusqu'à leur dernier souffle. Nous sommes à présent en 1833. Hélène Gégado a bien grandi, elle a maintenant 30 ans. Elle entre au service du curé Théodore le Drogo à Guernes, dans le Morbihan, où elle remplace sa sœur Anna, qui était domestique à cet endroit avant elle. Et très rapidement, la mort va s'installer dans la résidence. Le père du curé, sa mère, la nièce de 7 ans, 2 autres domestiques et le curé lui-même vont mourir l'un après l'autre en quelques semaines seulement. Mais alors pourquoi personne n'a de soupçon? Il faut savoir qu'à cette période, la France est touchée par le choléra. Et les médecins locaux sont complètement débordés. Et la plupart du temps, ils attribuent les décès à cette maladie. Et à vrai dire, il faut dire que les symptômes correspondent. Des douleurs d'estomac violentes, des vomissements et des diarrhées. Et les médecins ignorent complètement, dû au manque de techniques médico-légales, que l'arsenic provoque les mêmes symptômes que celui du choléra. Alors il y a une autopsie qui va être pratiquée sur le curé, mais aucun soupçon va se porter sur la cuisinière, qui est Hélène Gégado. Donc elle va s'en sortir comme étant la seule survivante. Elle va pleurer, prier et même veiller sur les corps. Et donc dans tout le village, elle va être perçue comme une miraculée. Sa sœur Anna viendra même lui rendre visite pour les obsèques et étrangement décédera quelques jours plus tard. Hélène va alors changer de poste, d'employeur et même de ville. Mais partout où elle va, la mort la suit. À Hennebont, à Locminé, à Pontivy, à Auray. Elle va aller dans des presbytères, dans des maisons de bourgeois, et des familles entières vont disparaître sous son passage. En 1841, elle va même jusqu'à empoisonner 2 enfants. Émile Jouanneau, qui a alors 14 ans, et une petite fille, Marie Berger, qui a alors 2 ans et demi. Sa méthode, elle est simple et elle est terrible en même temps. Elle utilise de l'arsenic que l'on trouve à cette époque dans la morora, qui est vendue librement. Et elle glisse tout en cuisinant son poison dans la soupe, les bouillons et même des gâteaux. Et pour masquer l'amertume du poison, elle rajoute des amandes. Mais alors, pourquoi tue-t-elle? C'est vraiment la question dont tout le monde se pose et dont la réponse est encore aujourd'hui très floue. Même si elle volait quelques objets à ses employeurs, elle ne tuait ni pour la jalousie, ni pour la vengeance. Alors certains ont des hypothèses, notamment celle où Hélène se percevait comme l'Ankou lui-même. Comme elle a grandi avec cette peur de la mort,
et qu'elle a été traumatisée par le personnage de ce folklore breton, elle a décidé de devenir elle-même l'instrument de la mort pour surmonter cette peur. Donc elle ne fuyait plus, mais elle incarnait la mort elle-même. Et d'autres ont une hypothèse un peu plus rationnelle et parlent d'une personnalité pathologique, incapable d'empathie, qui trouvait dans l'empoisonnement une forme de pouvoir absolu sur autrui. Mais revenons au meurtre d'Hélène, car c'est pas fini. Pour des raisons inconnues, Hélène, elle a fait une petite pause de plus ou moins 10 ans. Elle s'est arrêtée en 1841 et elle a repris en 1849. Cette année-là, elle est au service d'une famille à Rennes. Et là encore, les morts recommencent. Puis en 1851, elle arrive chez Théophile Bidard de Lannoy. Bidard de Lannoy, ce n'est pas n'importe qui. C'est un avocat qui est professeur de droit à la faculté de Rennes et donc expert en affaires criminelles. Le 10 juin 1851, Rosalie de Sarrazin, qui est lingère chez Bidard, tombe malade. Les symptômes sont les mêmes que les autres victimes d'Hélène, c'est-à-dire des douleurs à l'estomac, des vomissements et des diarrhées violentes. Les amis médecins de Bidard vont se succéder au chevet de la jeune fille et très vite, ils vont reconnaître les symptômes. Pour eux, ce n'est pas une maladie, c'est bel et bien un empoisonnement. Ils demandent alors à ce qu'on conserve les selles de la malade, mais Hélène s'en débarrasse très vite. Et le 21 juin, Rosalie Sarrazin va rendre son dernier souffle. Et c'est à ce moment-là que les amis médecins de Bidard vont se rendre à son domicile. C'est Hélène qui va leur ouvrir, et avant même qu'ils aient pu dire quoi que ce soit, elle leur sort une phrase. « Si vous êtes là pour les meurtres, je suis innocente !» Sauf qu'aucun d'eux n'avait demandé quoi que ce soit. Et donc, les soupçons se tournent immédiatement sur Hélène. Dans la maison, ils vont retrouver des tonnes de linge dont les étiquettes avec les initiales sont manquantes. Alors ils vont l'interroger à ce sujet et Hélène va sous-entendre que c'est des vêtements dont sa famille lui a donné. Sauf que je vous rappelle quand même qu'elle est orpheline et que sa sœur est décédée. Mais en quelques minutes, elle finira par avouer que les linges ce sont ceux de ses anciens employeurs. À ce moment, le commissaire Mahler est alerté et le 1er juillet 1851, Hélène Gégado est arrêtée. Et très vite, l'enquête va s'étendre au-delà de Rennes. On va retracer le parcours d'Hélène et ils vont se rendre compte qu'il y a des morts absolument partout, notamment à Morbihan. Son procès va s'ouvrir officiellement le 6 décembre 1851 dans la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, au Parlement de Bretagne, à Rennes. Alors ça aurait pu être l'événement judiciaire du siècle, mais à ce même moment, il y a un coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, ou Napoléon III pour ceux qui préfèrent, le 2 décembre, soit 4 jours plus tôt. Et donc les journaux sont focalisés sur cet événement historique et pas sur l'histoire d'Hélène Gégado. Pourtant, en Bretagne, à ce moment-là, la salle, elle est pleine. C'est une histoire qui fait parler d'elle parce que les enquêteurs estiment qu'il y aurait entre 30 et 60 victimes, ce qui est énorme. Mais avec les preuves qu'ils ont, ils vont tenter de l'accuser sur 25 homicides par empoisonnement à l'arsenic. Seulement voilà, la cour va en retenir que 5. La raison étant que la plupart des meurtres sont prescrits, car plus de 10 ans se sont écoulés. Son avocat, Magloire d'Orange, est un fervent opposant de la peine de mort, et il va essayer de tout mettre en œuvre pour lui éviter la peine de mort. Durant le procès, Hélène Gégado, elle va tout nier, et elle va même se défendre en jouant la carte de la malédiction, en expliquant que là où elle passe, la mort passe aussi. Et ces paroles vont être considérées comme un aveu. Et le 14 décembre 1851, le verdict tombe, elle est coupable et condamnée à mort. En prison, elle va finalement avouer ses meurtres, et même beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et le 25 février 1852, elle prendra son dernier repas, selon son souhait, des œufs à la moutarde. Le lendemain, le 26 février 1852, Hélène Gégado est guillotinée à l'âge de 48 ans. Après sa mort, son histoire va être transmise comme une sorte de légende. On va même écrire des pièces de théâtre et des feuilletons populaires pour raconter son histoire. Et aujourd'hui, si vous allez en Bretagne, on peut vous proposer le gâteau d'Hélène Gégado à base de raisins secs imbibés dans du rhum, d'amandes hachées, de cannelle et d'angélique confite. Le tout sans arsenic. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.